Je voulais juste surprendre mon fils en me cachant dans la voiture, une petite joie innocente, un secret partagé juste entre nous. Mais ce que j'ai découvert ce jour-là, dans le garage tranquille de Nantes, m'a glacé jusqu'aux os, et a réduit ma vie en miettes, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? L'horreur a commencé quand Marc, mon mari, s'est approché du véhicule. Était pas seul. À ses côtés, Isabelle Moreau, la mania impitoyable de l'immobilier, mon ancienne rivale commerciale. Ils sont montés, inconscients de ma présence recroquevillée sur la banquette arrière. J'ai entendu Marc, l'homme en qui j'avais mis toute ma confiance, discuter avec un mépris glacial de leur plan méticuleusement élaboré, détruire Dubois Architectes, le cabinet auquel j'avais consacré ma vie. Avant ce jour funeste, ma vie était un tableau parfait. Adèle Dubois, une architecte avec une réputation solide, bâtie sur l'intégrité et un travail acharné. J'avais grandi à Beauvallon, dans une communauté où ces valeurs étaient non négociables, et elles étaient devenues le socle de tout ce que j'entreprendais. Mon talent pour le design, mon œil pour chaque détail, m'avait toujours permis d'exceller. J'avais rencontré Marc à l'université, un homme charmant, ambitieux, et nous avions formé un couple puissant, unissant mon génie créatif à sa gestion astucieuse. Ensemble, nous avions fondé Dubois Architectes, une entreprise que nous avions fait grandir, respectée pour ses projets innovants et ses pratiques éthiques. Ma vie semblait complète avec lui et notre fils, Thomas, vif et curieux, qui était mon tout. Mais leurs mots dans la voiture ont brisé cette illusion. Marc me traitait de naïve, sacrifiable, comme si j'étais un pion jetable dans leur jeu sordide. Il parlait de voler mes concepts d'aménagement urbain, d'utiliser des preuves fabriquées pour me dépouiller de tout, même de la garde de Thomas. Isabelle riait, déjà en train de planifier comment elle allait s'approprier mes designs. Le son des bavardages innocents de Thomas, ignorant la monstruosité de la trahison qui se déroulait, a transformé mon choc initial en une rage brûlante et glaciale. Mon monde s'est effondré en un instant, chaque fondation de confiance et de rêve partagés écroulant sous le poids de leurs révélations. Je ne pouvais plus respirer, chaque mot était un coup de marteau. Immédiatement après, Marc a orchestré un coup d'état brutal. Il a utilisé des dossiers financiers falsifiés et un réseau d'associés complices pour m'accuser de détournement de fonds et de mauvaise gestion. Dubois Architectes, mon rêve devenu réalité, a été mis en faillite, mon nom traîné dans la boue par la presse économique, ma réputation anéantie. Mes partenaires, craignant la ruine, m'ont tous abandonné. Les clients se sont retirés, laissant un vide abyssal. J'ai perdu non seulement mon cabinet et mon élégante maison, mais aussi ma sécurité financière. Et le plus douloureux, la garde temporaire de Thomas, car Marc m'avait dépeinte comme une mère instable et financièrement irresponsable. Mais même au fond du gouffre, j'avais des ressources cachées, des choses que Marc ignorait. Ma nature méticuleuse m'avait toujours poussé à conserver des sauvegardes cryptées de tous mes fichiers de conception originaux, de mes dossiers financiers, et de mes correspondances. Ces données étaient stockées sur un serveur sécurisé hors site, loin de ses regards indiscrets. Ma mémoire idétique pour les détails architecturaux et les chiffres financiers s'est révélée inestimable. De plus, j'avais un petit fondé, épargne discrètement placée à étranger, intouché par Marc, destiné aux études de Thomas. Et le plus crucial, l'enregistreur vocal dans mon sac à main, destiné à mes notes de design, avait capturé chaque mot incriminant de leur conspiration. Mon ancien mentor, le professeur Antoine Fournier, un architecte expert judiciaire, a aussi promis son aide. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment j'ai été trahi par mon mari Marc et sa maîtresse Isabelle Moreau, qui ont tenté de me dépouiller de tout ce que j'avais bâti, y compris mon entreprise et la garde de mon fils. Mais ce que je vais vous raconter, c'est aussi comment j'ai transformé cette trahison brutale en ma plus grande force, en utilisant leur propre cupidité et leur arrogance contre eux, pour leur faire payer chaque mensonge, chaque humiliation. Était un après-midi d'automne frais à Nantes, et je voulais juste surprendre Thomas, mon fils de 10 ans, en me cachant sur la banquette arrière de notre voiture familiale, imaginant déjà son rire joyeux en me découvrant. Était une petite joie innocente, un secret partagé juste entre nous, un de ces moments simples qui tissent la trame d'une vie heureuse. Mais ce que j'ai découvert ce jour-là, dans le silence feutré du garage, m'a glacé jusqu'aux os, et a réduit ma vie en miettes, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? L'horreur a commencé quand Marc, mon mari, s'est approché du véhicule. Était pas seul, et la silhouette qui l'accompagnait m'a fait frissonner. Isabelle Moreau, la mania impitoyable de l'immobilier, mon ancienne rivale commerciale, connue pour sa cupidité sans limite, et son absence totale de scrupules. Ils sont montés, insouciants,
inconscients de ma présence recroquevillée sur la banquette arrière, et leurs voix ont commencé à tisser une toile d'araignée autour de ma vie. J'ai entendu Marc, l'homme en qui j'avais mis toute ma confiance, discuter avec un mépris glacial de leurs plans méticuleusement élaborés. Détruire Dubois Architectes, le cabinet auquel j'avais consacré ma vie. Le fruit de tant d'années de travail acharné et de passion. Mon cœur s'est serré, chaque mot résonnant comme un coup de marteau dans ma poitrine. Avant ce jour funeste, ma vie était un tableau parfait, une mosaïque d'accomplissement et de bonheur. Adèle Dubois, une architecte avec une réputation solide, bâtie sur l'intégrité et un travail acharné, était le nom que je portais fièrement. J'avais grandi à Beauvallon, dans une communauté modeste et soudée, où les valeurs d'honnêteté, de loyauté et de persévérance étaient non négociables, et elles étaient devenues le socle de tout ce que j'entreprenais. Mon talent inné pour le design, mon œil perçant pour chaque détail, m'avait toujours permis d'exceller. De voir au-delà du simple plan pour créer des espaces qui respiraient la vie éthique. J'avais rencontré Marc à l'université, un étudiant en commerce charmant, charismatique et ambitieux. Nous avions formé un couple puissant, unissant mon génie créatif à sa gestion astucieuse. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ensemble, nous avions fondé Dubois Architectes, une entreprise que nous avions fait grandir, projet après projet, jusqu'à en faire un cabinet de renom, respecté pour ses projets innovants, durables et ses pratiques éthiques irréprochables. Ma vie semblait complète avec lui, et surtout, avec notre fils, Thomas, vif et curieux, qui était mon tout, mon encre, la lumière de mon existence. Je vivais une vie que je pensais juste et bonne, construite sur la confiance et des rêves partagés. Mais leurs mots dans la voiture ont brisé cette illusion en 1000 morceaux. Marc me traitait de naïve, de sacrifiable, comme si j'y étais un pion jetable dans leur jeu sordide de pouvoir et d'argent. Il parlait sans aucune honte de voler mes concepts d'aménagement urbain, ces idées qui étaient le fruit de mon âme et de mon travail acharné, et d'utiliser des preuves fabriquées de toutes pièces pour me dépouiller de tout, même de la garde de Thomas. Isabelle riait d'un rire sec et dénué d'humanité, déjà en train de planifier comment elle allait s'approprier mes designs, les souiller de son avarice. Ce rire a résonné en moi comme une cloche funèbre, annonçant la fin d'un monde. Le son des bavardages innocents de Thomas depuis la banquette arrière, ignorant la monstruosité de la trahison qui se déroulait juste devant lui, a transformé mon choc initial en une rage brûlante et glaciale. Mon monde s'est effondré en un instant, chaque fondation de confiance et de rêve partagé écroulant sous le poids de leurs révélations. Je ne pouvais plus respirer, chaque mot était un coup de marteau qui fissurait ma réalité. La douleur était physique, une oppression insupportable, comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce, me laissant suffoquer dans le silence assourdissant de cette trahison indicible. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Immédiatement après cette découverte déchirante, Marc a orchestré un coup d'état brutal. Fidèle à sa promesse diabolique, il a utilisé des dossiers financiers falsifiés, des mensonges tissés avec soin, et un réseau d'associés complices qu'il avait secrètement cultivé pour m'accuser de détournement de fonds et de mauvaise gestion flagrante. Dubois Architectes, mon rêve devenu réalité, a été mis en faillite, mon nom traîné dans la boue par la presse économique avide de scandales, ma réputation anéantie en quelques jours. Les titres des journaux, les murmures dans les couloirs, tout contribuait à me peindre comme une criminelle incompétente, une image si éloignée de la réalité, qu'elle en était grotesque. Mes partenaires, craignant la ruine et la contagion du scandale, m'ont tous abandonné, tournant le dos sans un mot, sans un regard. Les clients se sont retirés, laissant un vide abyssal dans mon agenda et dans mon âme. J'ai perdu non seulement mon cabinet, mon identité professionnelle, mais aussi mon élégante maison, ma sécurité financière, tout ce que j'avais bâti avec tant d'efforts. Et le plus douloureux, l'ultime humiliation, la garde temporaire de Thomas m'a été retirée, car Marc m'avait dépeinte comme une mère instable et financièrement irresponsable. Une image monstrueuse qui me rongeait. Je me suis retrouvée seule, sans rien, à observer Isabelle Moreau emménager avec arrogance dans mon ancien bureau, Marc fièrement à ses côtés, me narguant de leur victoire ignoble. Mais même au fond du gouffre, alors que tout semblait perdu, j'avais des ressources cachées, des choses que Marc ignorait, des cartes que je n'avais pas encore abattues. Ma nature méticuleuse, souvent moquée par Marc comme une obsession, s'est révélée être ma planche de salut. Par habitude professionnelle, j'avais toujours conservé des sauvegardes redondantes et cryptées de tous mes fichiers de conception originaux, de mes dossiers financiers, et de mes correspondances par email. Ces données, précieuses et irréfutables, étaient stockées sur un serveur sécurisé hors site, loin de ces regards indiscrets, une forteresse numérique imprenable qu'ils n'auraient jamais pu soupçonner. Ma mémoire édétique, cette capacité à me souvenir des moindres détails architecturaux, et des chiffres financiers avec une précision absolue,
s'est révélée inestimable, une arme secrète dans mon arsenal. De plus, j'avais un petit fonds épargne, discrètement placé à l'aile, étranger, intouché par Marc, et destiné aux futures études de Thomas. Ce capital, modeste mais suffisant, me fournirait juste assez de ressources pour survivre et commencer ma contre-attaque. Et le plus crucial de tout, l'enregistreur vocal que je gardais dans mon sac à main pour mes notes de design rapide avait fonctionné dans la voiture, capturant chaque mot incriminant de la conspiration de Marc et Isabelle, une preuve irréfutable de leur trahison. Enfin, mon ancien mentor, le professeur Antoine Fournier, un architecte expert judiciaire à la retraite, connu pour son esprit vif et sa boussole morale inébranlable, m'a promis son aide et son soutien indéfectible, ayant toujours cru en mon intégrité. Écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Était un après-midi frais à Nantes, et je voulais juste surprendre Thomas, mon fils de 10 ans, en me cachant sur la banquette arrière de notre voiture familiale. J'imaginais déjà son rire joyeux en me découvrant. Un petit moment de complicité juste entre nous, un de ces instants simples qui tissent la trame d'une vie heureuse. Mais ce que j'ai découvert ce jour-là, dans le silence feutré de notre garage, m'a glacé jusqu'aux os et a réduit ma vie en miettes, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. L'horreur a commencé quand Marc, mon mari, s'est approché du véhicule. Il était pas seul, et la silhouette qui l'accompagnait m'a fait frissonner. Isabelle Moreau, la mania impitoyable de l'immobilier, mon ancienne rivale commerciale, connue pour sa cupidité sans limite et son absence totale de scrupules. Ils sont montés, insouciants, inconscients de ma présence recroquevillée sur la banquette arrière, et leurs voix ont commencé à tisser une toile d'araignée autour de ma vie. J'ai entendu Marc, l'homme en qui j'avais mis toute ma confiance, discuter avec un mépris glacial de leur plan, méticuleusement élaboré, détruire Dubois Architecte, le cabinet auquel j'avais consacré ma vie. Il parlait sans aucune honte de voler mes concepts d'aménagement urbain, ces idées qui étaient le fruit de mon âme et de mon travail acharné. Marc me traitait de naïve, de sacrifiable, comme si j'étais un pion jetable dans leur jeu sordide de pouvoir et d'argent. Il voulait utiliser des preuves fabriquées de toutes pièces pour me dépouiller de tout, même de la garde de Thomas. Isabelle riait d'un rire sec et dénué d'humanité, déjà en train de planifier comment elle allait s'approprier mes designs. Le son des bavardages innocents de Thomas, depuis la banquette arrière, a transformé mon choc initial en une rage brûlante et glaciale. Ce moment a tout changé, me poussant sur un chemin sans retour. Ma vie avant ce drame, était une histoire de fondation solide. J'ai grandi à Beauvallon, une petite ville où tout le monde se connaissait, et où les valeurs on ne les discutait pas, on les vivait. Mes parents, des gens simples mais droits, m'ont appris l'intégrité, la valeur du travail acharné, et la loyauté inébranlable envers ceux qu'on aime. Était un environnement modeste, mais riche en principes, où chaque jour était une leçon de vie. Ces racines profondes ont forgé la personne que j'étais, une personne qui croyait aux promesses et aux engagements. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu cette passion pour le dessin, pour comprendre comment les choses s'assemblent, comment on peut créer de la beauté et de la fonctionnalité à partir de rien. Était cette petite fille qui passait des heures à gribouiller des plans de maisons imaginaires, avec un œil déjà très aiguisé pour le détail. Cette curiosité naturelle m'a poussé vers l'architecture, un domaine où je pouvais donner vie à mes visions. Ce n'était pas juste un métier, était ma vocation, ma manière de contribuer au monde. C'est à l'université que j'ai rencontré Marc. Il était étudiant en commerce, ambitieux, charismatique, avec un sourire qui pouvait illuminer une pièce. Était fasciné par sa vision des affaires, sa capacité à transformer des idées en projets concrets. Je me disais que nous étions faits pour nous compléter. Mon génie créatif, et sa gestion astucieuse. Nous formions un couple, que je croyais puissant, destiné à construire quelque chose de grand, ensemble, main dans la main, pour le meilleur. Ensemble, nous avons fondé Dubois Architecte. Était notre bébé, notre rêve commun. On a mis toutes nos économies, notre énergie et notre passion dans ce projet. Je dessinais, il gérait. On a travaillé comme des acharnés, nuits et jours, pour le faire grandir. On était fiers de chaque client satisfait, de chaque bâtiment qui prenait forme. Le cabinet est devenu un nom respecté, connu pour ses projets innovants, durables, et surtout pour ses pratiques éthiques irréprochables. Au fil des années, j'ai bâti ma propre réputation, une réputation en béton armé, basée sur l'intégrité et l'excellence. Mes designs étaient célébrés, reconnus pour leur originalité et leur sens pratique. Était Adèle Dubois, l'architecte dont le nom était synonyme de qualité et de confiance. Je recevais des prix, des éloges,
Mais la plus grande récompense, était de voir mes créations prendre vie, et d'entendre les gens dire à quel point ils aimaient les espaces que j'avais imaginés. Avec Marc, et surtout avec notre fils Thomas, ma vie semblait vraiment complète. Thomas était un petit garçon vif, curieux, toujours plein de questions et de joie. Il était mon tout, mon encre, la lumière de mon existence. Je me souviens des week-ends passés à construire des châteaux de sable, ou à dessiner ensemble. Des moments simples mais précieux, qui donnaient un sens profond à chaque jour. Ma famille était mon refuge, mon plus grand succès, ma raison d'être. Je croyais tellement en notre partenariat, en cette vision partagée, que nous avions construite pierre par pierre. Marc était l'homme de ma vie, le père de mon fils, mon associé de confiance. Chaque décision importante, chaque nouveau projet, était discuté entre nous, dans une atmosphère de respect mutuel. Je ne doutais jamais de ses intentions, de son engagement envers notre entreprise et notre famille. Cette confiance était le ciment de notre relation, inébranlable, pensais-je. La vie n'a pas toujours été facile, bien sûr. Il y a eu des projets difficiles, des clients exigeants, des moments de doute. Mais à chaque fois je me suis relevée, forte de mes convictions et de ma persévérance. J'ai appris que le travail acharné finit toujours par payer, et que l'intégrité est une monnaie qui ne se dévalue jamais. Ces épreuves m'avaient rendue plus forte, plus résiliente, prête à affronter n'importe quoi, ou du moins c'est ce que je pensais. Mon monde était bâti sur ces fondations, une carrière épanouissante, une famille aimante, des valeurs solides. Je me sentais en sécurité, entourée d'amour et de respect. Je donnais le meilleur de moi-même dans tout ce que j'entreprenais, persuadée que l'honnêteté et la droiture étaient les clés d'une vie juste et bonne. Était une vie simple, sans fioritures, mais tellement riche de sens et de bonheur. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela pouvait être brisé si facilement. Juste avant ce jour fatidique dans le garage, ma vie était pleine, équilibrée, pleine de promesses. J'avais tout, une carrière florissante, une maison confortable, un enfant merveilleux et un mari que j'aimais et en qui j'avais une confiance aveugle. C'est ce monde que j'ai vu s'effondrer, cette réalité que j'ai perdue. Comprenez bien, ce N n'était pas juste une entreprise ou de l'argent. C'était mon identité, mon passé, mon avenir et la sécurité de mon fils qui ont été volés. Le choc de la découverte dans la voiture N était que le prélude à la tempête qui allait dévaster ma vie. Marc n'a pas perdu un instant. Dès notre retour à la maison, le masque est tombé. Il a orchestré un coup d'état brutal, d'une froideur chirurgicale. Les mensonges qu'il avait tissés avec Isabelle se sont transformés en une attaque frontale, sans pitié, balayant tout sur son passage. Mon monde, ma réalité, ont commencé à se fissurer sous mes yeux, chaque minute apportant son lot de nouvelles horreurs. Il a utilisé des dossiers financiers falsifiés, des chiffres manipulés, avec une habileté diabolique. Il avait manifestement préparé cela depuis longtemps, accumulant des preuves fabriquées de toutes pièces pour me discréditer. Un réseau d'associés complices, qu'il avait secrètement cultivé au fil des ans, s'est activé. Ces personnes, que je considérais comme des collègues fiables, sont devenues ses marionnettes, attestant de mes prétendues erreurs et négligences. Était un complot minutieusement exécuté. Les accusations de détournement de fonds et de mauvaise gestion ont éclaté au grand jour, comme une bombe. Marc m'a dépeinte comme une architecte incompétente, une femme d'affaires irresponsable, une menace pour l'entreprise que j'avais bâtie avec tant d'amour. La presse économique, toujours avide de scandales, s'est jetée sur l'histoire. Mon nom, Adèle Dubois, jadis synonyme d'intégrité et de talent, a été traîné dans la boue, souillé par des titres diffamatoires et des articles calomnieux. Dubois architecte, mon rêve devenu réalité, la concrétisation de tant d'années de passion et de travail acharné, a été mise en faillite. L'entreprise que nous avions construite pierre par pierre, projet après projet, s'est effondrée en quelques jours, sous le poids des fausses accusations. Voir mon œuvre réduite en cendres, mon héritage professionnel anéanti, a été une douleur insoutenable, comme si une partie de mon âme avait été arrachée. Ma réputation, si durement acquise, a été anéantie en un éclair. Les murmures, les regards fuyants, les sourires de pitié ou de dédain, tout cela m'a enveloppé d'une solitude glaciale. Je suis passé de l'architecte respecté à la femme tombée en disgrâce, coupable aux yeux de tous, sans que personne ne prenne la peine d'écouter ma version des faits. Était une humiliation publique d'une violence inouïe. Mes partenaires, ces hommes et femmes avec qui j'avais partagé des succès et des défis, m'ont tous abandonné. Craignant la ruine, la contagion du scandale qui s'attachait à mon nom, ils ont tourné le dos, sans un mot d'explication, sans un regard. Leurs appels sont restés sans réponse, leurs bureaux fermés. Était devenu une paria, une menace pour leur propre survie professionnelle, et ils n'ont pas hésité à me jeter. Les clients,
fidèles et enthousiastes auparavant, se sont retirés les uns après les autres. Les projets en cours ont été annulés, les contrats résiliés. Mon agenda s'est vidé, laissant un vide abyssal qui résonnait dans mon âme. Chaque annulation était un coup de poignard, me rappelant l'ampleur de ma chute. L'entreprise N était plus qu'un fantôme, une coquille vide de ce qu'elle avait été. Avec la faillite du cabinet, j'ai tout perdu. Mon élégante maison, notre foyer familial, a été saisi. Ma sécurité financière s'est évaporée, me laissant sans un sou, sans perspective d'avenir. Le confort et la stabilité que j'avais méticuleusement construits se sont volatilisés, me laissant dans une précarité que je n'aurais jamais imaginée. Je me retrouvais à la rue, démuni de tout, à l'exception de mes vêtements. Mais la perte la plus déchirante, l'ultime humiliation, fut la garde temporaire de Thomas. Marc, avec sa cruauté calculée, m'avait dépeinte comme une mère instable, émotionnellement fragile, et financièrement irresponsable. Les juges, influencés par ces mensonges et les preuves fabriquées, m'ont retiré mon fils. Ce fut le coup de grâce, le moment où j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux, ma raison d'être éloignée de moi. Je me suis retrouvée seule, sans rien, sans mon entreprise, sans ma maison, sans mon fils. L'isolement était total, une prison invisible mais suffocante. Mes amis, ceux que je pensais loyaux, ont soit cru les mensonges de Marc, soit pris leur distance, craignant être associés à mon scandale. Les conversations s'arrêtaient à mon approche, les regards se détournaient. Était devenue une ombre, une erreur à éviter. La douleur était encore plus vive lorsque j'ai vu Isabelle Moreau s'installer avec arrogance dans mon ancien bureau. Le bureau que j'avais conçu, décoré, imprégné de mon travail et de ma passion. Elle y trônait, un sourire suffisant aux lèvres, comme une usurpatrice triomphante. Était une image insoutenable, le symbole de leur victoire ignoble, de leur appropriation de tout ce qui mène, était cher. Marc, lui, était constamment à ses côtés, fièrement campé, me narguant de leur succès. Le voir souriant, insouciant, alors que ma vie était en ruine, ravivait ma rage et ma blessure. Était une scène quotidienne de ma déchéance, une piqûre de rappel constante de leur trahison, de leur mépris pour tout ce que nous avions construit ensemble. Leur rire résonnait comme une moquerie. Même les gens que je croisais dans la rue, d'anciens clients ou connaissances, me regardaient avec un mélange de pitié et de jugement. Les murmures me suivaient. C'est elle, Adèle Dubois, celle qui a tout perdu. Chaque regard était une flèche, chaque chuchotement une confirmation de ma défaite. J'avais honte. Une honte profonde et injuste, de cette image de femme brisée qu'ils me renvoyaient. J'ai tenté d'accéder à mes anciens fichiers, à mes dessins, à mes notes, mais on m'en a refusé l'accès. Était un petit acte symbolique de défaite, mais qui m'a rappelé que je n'avais plus aucun contrôle sur mon propre travail, sur mon propre héritage. Tout était désormais étranger, inaccessible, comme si je n'avais jamais existé au sein de cette entreprise qui portait pourtant mon nom. Une fois, j'ai entendu Marc parler de moi à un collègue, me qualifiant de femme folle, déconnectée de la réalité. Cette humiliation, entendue de sa propre bouche, était une nouvelle entaille à ma dignité. Il utilisait les mêmes mots qu'il avait prononcés dans la voiture, renforçant l'idée qu'il n'avait jamais eu le moindre respect pour moi, ni pour notre vie commune. Le fond du gouffre, c'est quand on se retrouve seul, sans soutien, sans espoir. J'ai passé des jours à errer, à me demander comment j'avais pu être si aveugle, si naïve. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique, une oppression constante sur ma poitrine. Je ne savais pas comment me relever, comment affronter un lendemain qui semblait si sombre et vide de sens. Mais au milieu de ce désespoir, une étincelle a commencé à brûler. Une colère froide, une rage silencieuse a supplanté la douleur. Je ne pouvais pas laisser Marc et Isabelle s'en tirer ainsi. Ils avaient tout pris, mais ils n'avaient pas brisé mon esprit. La pensée de Thomas, de son sourire, de son avenir, a été mon ancre, ma raison de ne pas sombrer complètement. C'est là que j'ai commencé à me souvenir. Mes sauvegardes cryptées. Mon fond à elle, étranger. L'enregistreur vocal dans mon sac. Ces petites précautions, ces habitudes, que Marc avait toujours jugées obsessionnelles, étaient mes dernières cartes. Elles étaient ma bouée de sauvetage, les fragments épars d'une vie que je pouvais encore reconstruire. Une arme secrète, qu'ils ignoraient. La détermination a grandi en moi. Une force tranquille mais inébranlable. Je ne pouvais pas rester une victime. Il fallait que je me batte, pas seulement pour moi, mais pour Thomas, pour mon honneur, pour la justice. La vengeance était pas un désir mesquin, mais une nécessité, la seule voie pour me relever et faire payer chaque mensonge, chaque humiliation. Je me suis juré de transformer cette trahison brutale en ma plus grande force. Ils avaient joué avec ma vie, mais ils n'avaient pas anticipé la résilience d'une femme poussée à bout.
Je me suis relevé non pas avec des larmes, mais avec une résolution d'acier. Ils avaient semé le vent, ils allaient récolter la tempête. Ma chute N était que le prélude à leur propre effondrement. Mais au milieu de ce désespoir assourdissant, alors que je me sentais écrasé, une petite lumière a commencé à percer les ténèbres. Je me suis souvenu de ces habitudes que Mark appelait mes manies, ces précautions qu'il jugeait inutiles, voire obsessionnelles. Et c'est là que j'ai réalisé que ce qu'il considérait comme mes faiblesses, mes bizarreries d'architecte méticuleuse, étaient en fait mes plus grandes forces, mes bouées de sauvetage inattendues. Il avait tout pris, mais il avait oublié l'essentiel, ma prévoyance. Je n'avais jamais fait confiance à un seul point de stockage pour mes données. Par pure habitude professionnelle, j'avais toujours conservé des sauvegardes redondantes et cryptées de tous mes fichiers de conception originaux, de mes dossiers financiers et de toutes mes correspondances par email. Ces données, inestimables et irréfutables, N, étaient pas sur les serveurs de Dubois Architectes, mais sur un serveur sécurisé hors site, une forteresse numérique imprenable, loin de ses regards indiscrets. Mark n'aurait jamais pu les trouver, ni même soupçonner leur existence. Ma mémoire est d'éthique, cette capacité à me souvenir des moindres détails architecturaux, des plans complexes et des chiffres financiers avec une précision absolue, s'est révélée être une arme secrète inestimable. Mark avait détruit les papiers, falsifié les bilans, mais il ne pouvait pas effacer ce qui était gravé dans mon esprit. Chaque ligne de budget, chaque clause contractuelle, chaque détail de conception, était là, clair et précis, prêt à être rappelé pour ma défense. De plus, j'avais un petit fondé, épargne, discrètement placé à l'étranger, loin de l'accès de Mark. Et ci était un compte que j'avais ouvert il y a des années, destiné aux études de Thomas, un petit pécule que je voulais intouchable. Ce capital modeste mais suffisant, allait me fournir juste assez de ressources pour survivre, pour me loger, et pour commencer ma contre-attaque, sans dépendre de qui que ce soit. Mark, obnubilé par mes comptes professionnels, avait complètement négligé cette discrète cagnotte. Et puis, il y avait le plus crucial de tout. L'enregistreur vocal que je gardais toujours dans mon sac à main, habituellement pour mes notes de design rapide ou mes idées de projet soudaines, avait fonctionné ce jour-là dans la voiture. Chaque mot incriminant de la conspiration de Mark et Isabelle, chaque rire méprisant, chaque détail de leur plan sordide avait été capturé, clair comme de l'eau de roche. C était la preuve irréfutable, la voix de leur trahison. Ce n'est pas tout. Dans mes souvenirs est apparue l'image de mon ancien mentor, le professeur Antoine Fournier. Un architecte expert judiciaire à la retraite, connu pour son esprit vif, sa réputation d'intégrité inébranlable, et son sens aigu de la justice. Je savais qu'il avait toujours cru en moi et en mes valeurs. Il était ma dernière chance, un allié puissant, capable de déchiffrer les magouilles architecturales et légales. Sa connaissance approfondie du droit de l'urbanisme et des pratiques de construction non éthiques serait essentielle. Il pourrait valider l'authenticité de mes designs originaux et démasquer les contrefaçons. Sa simple présence à mes côtés, son expertise respectée, donnerait un poids considérable à mes accusations. C était un pilier sur lequel je pouvais m'appuyer, une présence rassurante dans cette tempête. Mark, dans son arrogance aveugle, m'avait jugé faible, naïve, une simple artiste incapable de se défendre. Il était persuadé de m'avoir dépouillé de tout, me laissant sans voix, sans ressources. Il n'avait jamais imaginé que derrière ma façade de femme créative se cachait une femme méticuleuse, prévoyante, capable de se souvenir de chaque détail, et de planifier sa résurrection. Il avait sous-estimé la profondeur de ma résilience. La douleur et la rage ont commencé à se transformer en une détermination froide et calculée. Je vote des Zénith était plus la victime impuissante. J'avais des preuves, des ressources, un mentor. L'idée de me venger N était plus un fantasme lointain, mais un objectif tangible, soutenu par des moyens concrets. Leur cupidité et leur mépris allaient être les instruments de leur propre chute. Le jeu était sur le point de changer. Ils avaient cru m'avoir anéanti, mais ils avaient réveillé une force qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Chaque mensonge, chaque humiliation allait être payée au prix fort. Je sentais la tension monter, non pas de peur, mais de la puissance de ma résolution. La vengeance N était pas seulement inévitable, elle était ma seule voie vers la justice. C était le grand jour, l'audience publique pour le projet de rénovation urbaine de Nantes, un événement très attendu. Mark et Isabelle, rayonnant de confiance, se tenaient au pupitre, leur visage affichant une arrogance insupportable, alors qu'ils s'apprêtaient à présenter leur design, ceux qu'ils m'avaient volés. La salle était bondée de dignitaires municipaux, d'investisseurs importants et de journalistes avides. L'air était électrique, mais un calme étrange m'habitait. J'ai respiré profondément, puis j'ai retiré mon déguisement d'Ellie, sentant les regards se tourner vers moi. Ma vraie identité Adèle Dubois allait enfin être révélée, et avec elle la vérité brute.
Le silence est tombé lorsque j'ai demandé la parole. J'ai branché un petit appareil, et le son glaçant de la conversation dans ma voiture, la voix de Marc me traitant de « naïve », le rire sec d'Isabelle planifiant le vol de mes designs, a rempli la salle. Leurs visages ont pâli, l'incrédulité et la peur se lisant dans leurs yeux. Puis, Benoît, l'ancien associé d'Isabelle, que le professeur Fournier avait convaincu de témoigner, s'est levé. D'une voix claire et tremblante, il a détaillé des années de malversation, des documents falsifiés, des pratiques de construction bâclées qui mettaient en danger la sécurité publique. Chaque mot était un coup de marteau, brisant leur façade. Le professeur Antoine Fournier, mon mentor, a ensuite pris la parole, sa voix posée et son autorité incontestable. Il a présenté des rapports d'expertise architecturale, preuves à l'appui, exposant les défauts structurels dangereux, et les mesures de réduction des coûts contraires à Bell, éthique dans les développements existants d'Isabelle. Il a montré comment les plans volés pour ce nouveau projet étaient en réalité des versions affaiblies de mes propres créations, conçues pour être moins chères, mais intrinsèquement défectueuses. Les graphiques et les photos projetées sur le grand écran ont laissé le public stupéfait, les investisseurs murmurant, et les officiels municipaux échangeant des regards horrifiés. Leur empire bâti sur le sable et la tromperie commençait à vaciller dangereusement. La salle est devenue un chaos contrôlé. Le président du conseil municipal, le visage blême, a annoncé l'annulation immédiate du contrat et a demandé l'intervention des autorités. Des mandats d'arrêt ont été émis sur le champ pour fraude, détournement de fonds et conspiration. Marc et Isabelle ont été emmenés menottés, leurs visages déformés par une incrédulité furieuse et une rage impuissante. Leur empire, qu'ils avaient cru invincible, écroulé en un instant sous le poids de leurs propres mensonges. Les flashs des appareils photo crépitaient, immortalisant leur chute publique. Une chute proportionnelle à l'ampleur de leur trahison. J'ai croisé leurs regards. Il n'y avait ni triomphe exubérant, ni haine, juste une calme résolution. La justice, enfin, était rendue. Mon nom était lavé. Mon intégrité restaurée. Quelques instants plus tard, j'ai senti une petite main se glisser dans la mienne. Était Thomas, mon fils. Ses yeux brillants de soulagement et de compréhension. J'ai prononcé ma phrase finale, doucement, mais avec une conviction absolue, pour que Marc et Isabelle, et tous ceux qui les avaient soutenus, l'entendent. Certaines structures sont faites pour durer. D'autres sont conçues pour s'effondrer. Puis, prenant la main de Thomas, je suis sortie, prête à construire un nouvel héritage, solide et éthique, cette fois pour de bon.